Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Je suis ravi d'ailleurs d'être avec vous depuis ce matin. J'ai beaucoup apprécié les échanges de la matinée. Alors je vais essayer de faire un exercice qui n'est pas facile, c'est de donner la position de l'État, donc du ministère de l'Enseignement supérieur, sur ce sujet qui est important pour tout le monde. Et puis vous verrez que je ferai une petite incise de temps en temps vis-à-vis de ce que je dis souvent, mon vrai métier, qui est professeur d'université, physico-chimiste, et à l'heure actuelle encore encadrant de 2 thèses dans mon laboratoire d'origine. Donc voilà, ça me permet de, si je puis dire, de joindre l'utile à l'agréable. Je laisse planer le doute. Peut-être revenir très rapidement sur le constat. Je crois ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. L'enquête menée par le RNCD complète aussi ce que le ministère fait, notamment le SIES, qui est dans mon service, qui est le service statistique ministériel, qui fait note après note, étude après étude, le constat, comme nous tous, que le nombre de doctorants en France diminue. Ils étaient à peu près 80 000 en 2010, ils sont un peu moins de 71 000 en 2022. Le nombre de primo-entrants diminue également, 15 700 en 2022. Il y avait à peu près 19 000 peu ou prou en 2010. Donc en fait, là, il faut qu'on réfléchisse collectivement, et c'est un peu, je pense, l'objet de la journée et de ce plan, un plan ambitieux. C'est un peu le plan Marshall du doctorat, si je puis dire. Il faut qu'on réfléchisse collectivement, parce que je dis bien collectivement, l'État seul n'y arrivera pas. Comment on rend attractif le doctorat? Et l'attractivité, il y a deux façons de la voir. Il y a l'attractivité vis-à-vis d'une jeunesse. Comment on attire des jeunes vis-à-vis du doctorat? Comment on s'y prend? À quel moment? Une jeunesse qui a beaucoup évolué. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que j'exerce, et les étudiants que je côtoie désormais ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 20 ans. Et j'imagine qu'ils seront encore différents dans 10 ans et dans 20 ans. Et puis l'attractivité vis-à-vis du monde socio-économique que beaucoup d'entre vous représentent. Même si, dans le tout petit regret de la journée, c'est qu'effectivement, nous sommes entre personnes convaincues. Et ce qu'il faudrait inviter la prochaine fois, Clarisse, ce sont les non-convaincus. Et là, il faudra probablement le zénith pour discuter. Et c'est quand on arrivera justement à échanger avec les non-convaincus, et j'espère les convaincre tout ou partie, qu'on atteindra nos objectifs. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'on a décidé avec Nadège de pouvoir avoir un petit temps d'échange et que je puisse répondre. Alors vous allez me dire, les données, les chiffres sont là, mais que fait l'État ? Donc l'État a pris en compte un certain nombre de dispositions. On l'a dit ce matin, il y a la reconnaissance ou l'inscription du doctorat au RNCP, qui date de 2019. Et ce que j'ai entendu ce matin n'est pas très rassurant, parce que j'ai compris que certains acteurs du monde socio-économique ne connaissaient pas cette inscription au RNCP. Donc ça veut dire que là, pour le coup, c'est manqué. Donc il faut qu'on fasse le travail pour que un chef d'entreprise, un DRH, puisse véritablement regarder cette certification et voir en quoi les compétences reconnues, validées lorsqu'on a un doctorat, peuvent apporter une plus-value dans l'entreprise ou la structure d'accueil. Donc là, il y a encore une marge de progrès considérable. Un petit peu avant, en 2017, il y a eu la création des EUR, et on a eu une belle illustration ce matin d'une EUR qui fonctionne bien. Donc il y en a 50, un peu plus de 50 qui sont labellisés. On a fait un séminaire de travail, un colloque, il y a quelques mois au ministère, pour essayer de comprendre un petit peu l'effet que ça avait pu produire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis du doctorat, ça produit un effet, on l'a dit ce matin, ça permet de mieux lier le master, le doctorat, et finalement de mieux appréhender tôt dans le cursus ce qu'est une activité de recherche, ce que le master découplé du doctorat, donc hors EUR, hors graduate school, ne permet pas tout le temps. On a vu qu'il y avait une diversité, une richesse de EUR, et donc c'est pas facile d'en avoir une idée simple, et parce qu'il n'y a pas un modèle, il y a autant de modèles d'EUR. Juste une petite remarque pour mon collègue de Sorbonne U en sciences humaines et sociales, il n'y a que 8 EUR et SHS sur les 53 labellisés. Donc on parlait ce matin de la durée, et finalement est-ce que le EUR ne peut pas, sur un volume de 5 ans, permettre à ce qu'une thèse préparée dans la phase master, terminer dans les 3 ans de la thèse, permettre d'avoir un vrai sens pour les SHS? Je crois qu'on n'y est pas tout à fait. Je reviendrai tout à l'heure dans
sur la notion de durée de thèse, qui est un élément important, me semble-t-il. Dans les choses qui sont plus récentes mais importantes, il y a la loi de programmation de la recherche, Thierry Coulon l'a évoqué, avec un volet fort sur le doctorat, encore une fois en termes de valorisation du doctorat, en termes d'attractivité. La première chose qui concerne directement nos accueillants d'aujourd'hui, donc la NRT, c'est l'augmentation du nombre de chiffres, puisque la trajectoire de la loi de programmation de la recherche propose d'augmenter de 50% le nombre de chiffres d'ici à la fin du déploiement plein de la loi. Il y a une revalorisation de la somme minimum que l'on peut donner pour le salaire d'un doctorant, et Thierry Coulon l'a dit ce matin, enfin, et il a raison, c'est probablement pas encore suffisant. Mais en 2026, tout doctorant sur contrat public devra être rémunéré à minima à hauteur de 2 300 € bruts, indépendamment d'augmentation de points d'indice si ça se produit. Il y a aussi une volonté d'augmenter le nombre de contrats doctoraux. Et ça, c'est un élément important. Il y a beaucoup de disciplines, notamment sciences humaines et sociales, qui n'ont pas les crédits, n'ont pas les fonds pour financer les thèses, ce qui crée un certain nombre de sujets. On en parlait tout à l'heure avec Sylvie. Encore faut-il ce que l'on mette dans thèse non financée. Est-ce que c'est de la formation tout au long de la vie ou est-ce que c'est une vraie thèse non financée et galère parce que petit job, vacation et donc une durée de thèse plus longue. Donc là, on a ciblé. Donc tous les ans, il y a 170 contrats doctoraux supplémentaires. Alors c'est peut-être pas assez, mais c'est toujours un coup de pouce. Avec un prisme, 70% de ces contrats doctoraux doivent être à destination de disciplines en SHS. Et on commence à en voir les premiers effets. Dans la note flash du CIES de juin dernier, on voit que le nombre de thèses néo-débutantes financées augmente d'1 point. Alors c'est pas énorme, mais on voit quand même un effet, c'est qu'avant la LPR, il y avait 44% seulement des thèses de SHS qui étaient financées. Désormais, c'est 53%. Donc là, on voit un premier effet de la loi de programmation de la recherche et les efforts vont se poursuivre puisqu'on a une chronique aussi pluriannuelle qui permettra au bout du bout d'augmenter de 20% le nombre de thèses État contrat doctorat au ministère par rapport à la ligne de base qui était 2019. Il y a eu la création d'un contrat doctoral de droit privé. On a beaucoup échangé à l'époque avec Clarisse sur en quoi ça était bien, pas bien pour les thèses chiffres. Je crois que c'est bien. Ça sécurise le dispositif, ça permet de faire un contrat tripartite, l'entreprise, le doctorant, le laboratoire d'accueil, ou l'école doctorale, le cas échéant. Et il y a eu un contrat postdoctoral aussi, de droit public et de droit privé. Il y avait un vrai trou dans la raquette sur le dispositif. Et c'est autant de dispositifs qui devraient permettre de montrer un futur doctorant qui a un parcours qui est sécurisé, qui a un parcours qui a été établi, qui a des financements qui permettent d'accompagner et qui a la capacité aussi de penser le coup d'après. Le coup d'après se passe la plupart du temps vers le post-doctorat. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, en tout cas lorsqu'on se destine à une carrière académique. Il y a la mise en place du serment pendant la thèse. Ça a été un travail important avec l'Office français de l'intégrité scientifique, avec l'Académie des sciences, avec des perceptions très différentes d'une discipline à l'autre. Dans la mienne, en chimie, sciences du matériau, c'était très très bien pris et ça a été plutôt même... c'était un souhait. Dans d'autres disciplines, ça a été plus difficile. En tout cas, pour avoir assisté à quelques thèses ces derniers mois, je trouve que le moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, est plutôt solennel et ça donne du poids, du sens à la thèse. Au travail du doctorant et puis à la famille du doctorant qui voit le caractère solennel. Et j'espère au monde économique qui va accueillir le doctorant ayant prêté serment désormais. Et on a beaucoup travaillé aussi sur le comité de suivi individuel. Ce matin, vous l'évoquiez. Est-ce qu'on peut arrêter une thèse? Est-ce qu'on doit arrêter une thèse? Et qui prend la décision? C'est toujours un moment difficile parce que c'est un échec. C'est un échec pour le doctorant, c'est un échec pour l'encadrement. S'il y a un financement, Christian Lermignot l'a dit, c'est pas simple. Mais je trouve qu'il faut prendre la responsabilité d'arrêter la thèse. Et ce, dès le début. S'il y a un pépin, et plutôt que d'aller jusqu'aux 3 ans, 4 ans de la thèse et se rendre compte que finalement, soit elle ne sera pas soutenue, soit elle sera mal soutenue, soit les rapporteurs donneront un avis défavorable, c'est une catastrophe. Donc dans le comité de suivi, on a proposé qu'il ait lieu
non pas une fois et plus à la fin de la thèse, mais à chaque réinscription. Donc chaque année, quand l'étudiant se réinscrit en deuxième année, en troisième année, voire en quatrième année, je n'irai pas au-delà, le comité de suivi doit se réunir et doit pointer un certain nombre de choses, scientifiquement où on en est, humainement. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement entre l'encadrement et le doctorant, la doctorante? Est-ce qu'il a les moyens de mener à bien ses travaux? Est-ce qu'il peut publier? Est-ce qu'il ou elle peut partir en congrès, présenter ses travaux? C'est vraiment le rôle déterminant du comité de suivi individuel. Le comité de suivi, il n'arrête pas la thèse. Il fait une proposition à l'école doctorale. Ça, c'est important de le rappeler. Il y a une discussion sur l'évolution de cet arrêté, l'arrêté de la formation doctorale de 2016, dont une partie concerne le comité de suivi. C'est presque un an d'échanges. C'est une soixantaine de rendez-vous. C'est 58 amendements au CNESER. C'est 5 heures de débat. Donc c'est pour vous dire que le sujet était quand même suivi et de près. On n'a pas pu aller aussi loin qu'on le voulait. Et moi, j'ai été très, très étonné au moment de la discussion qu'on a eue, notamment avec les organisations représentatives étudiantes, la défiance, et c'est le bon terme, hein, qu'avaient les étudiants vis-à-vis du système et du doctorat. Moi, j'ai été effaré parce que j'ai dû encadrer une vingtaine de thèses dans ma carrière. Il y en a une qui s'est arrêtée, qui était en co-tutelle et compliquée. Mais j'ai toujours le sentiment que les thèses se passaient bien, que les doctorantes et les doctorants étaient heureux, et surtout, ils trouvaient un emploi à la fin. Donc, moi, ce prisme et cette défiance vis-à-vis du doctorat, franchement, je ne l'apercevais pas, vu de là où j'étais. Alors, dans d'autres disciplines, ça peut être plus compliqué. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Il y a des difficultés d'encadrement parfois, il y a des difficultés de vie tout simplement qui font qu'une thèse n'aboutit pas ou n'est pas si évidente. Donc le comité de suivi a un poids prégnant et encore une fois, si il permet à l'étudiant méfiant, défiant de voir que c'est sécurisé vu du système et vu de la relation, on peut véritablement... il peut véritablement faire confiance dans le système. Alors je vois qu'il me reste 5 minutes, donc je vais aller très rapidement sur les pistes qui nous restent à mener, parce que c'est bien joli de dire voilà tout ce que fait l'État, c'est formidable et ça marche bien. Force est de constater, alors pour la LPR c'est un peu tôt encore, il faut attendre les années à venir pour voir un effet, mais force est de constater que ce qu'on a fait ces dernières années n'a pas produit un effet waouh, en tout cas pas un effet immédiat. Moi, je trouve qu'il y a deux ou trois pistes qu'on doit travailler. La formation tout au long de la vie, notamment la VAE. Profitons de la réforme de la VAE pour faire de la VAE une possibilité d'obtenir le doctorat, même si on est salarié depuis longtemps dans une entreprise et même si la porte d'entrée dans l'entreprise était à un niveau bien inférieur à celui du doctorat. C'est pas simple. Je suis pas sûr que les communautés l'acceptent pleinement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une piste intéressante et quelque part, ça valorise aussi le parcours professionnel d'une personne, sans dévaloriser le doctorat et en le reconnaissant. Je crois qu'on ne pourra pas s'affranchir d'un travail aussi profond de réforme de l'habilitation et diriger les recherches. On en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à enclencher ce processus encore au ministère, mais je ne désespère pas. Le texte date de 2008, donc il est totalement poussiéreux. 1988, n'importe quoi. Donc il est totalement naphtalineux. Donc il faut le retravailler parce que plein de choses ont évolué et encore une fois l'impact de la LPR aussi, la transformation de nos missions, la lutte contre la discrimination, la compréhension de le rôle de l'encadrant versus le doctorant, la doctorante nécessite d'être questionné et retravaillé. Donc j'espère qu'on pourra le faire dans les mois, l'année à venir. Alors parlons de deux choses aussi qui me préoccupent, c'est la durée du doctorat et le nombre d'encadrements. Je crois que c'est deux questions qu'on ne pourra pas contourner ou faire semblant de ne pas voir. Ça a été évoqué ce matin. J'ai un voisin là où j'habite à Dijon qui est prof de sciences politiques et qui me dit en dessous de 5 ans et en dessous de 600 pages, la thèse est louche. Et moi je lui dis, dans ma discipline, au-dessus de 3 ans et au-dessus de 150 pages, la thèse est louche. Donc, il y a un peu de chemin. Mais, alors, dans le document qui a été préparé en amont, il y a la question de la durée de la thèse. C'est peut-être le seul point où je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas sûr que la solution soit là. Je pense que la solution, c'est vraiment dans la définition du travail de thèse. Et je vous raconterai une anecdote après. Je pense qu'on peut réellement définir un travail de thèse de telle manière à ce qu'elle dure 3 ans. Je veux bien aller à 4 ans, mais pas au-delà.
parce qu'après, il y a quand même un problème de financement. Et si la 4e année est l'année de galère, et pour l'instant, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas faire de grande annonce aujourd'hui, je vous en fais une. Le financement de l'État n'ira pas au-delà de 3 ans. Donc ça veut dire que si vous visez une 4e année, il faut trouver un financement à TER dans la meilleure des cas. Mais je trouve que ça devient compliqué. Une anecdote, on a mis en place des thèses COFRA, Thierry Coulon en a parlé, c'est formidable. Petit souci technico-administratif, il faut libérer un emploi dans le plafond d'emploi pour héberger une COFRA. Donc ça ne marche pas. Cette année, il y en a 100 qui ont été proposés, il n'y en a que 25 qui ont été pourvus, parce que les administrations centrales, et je suis bien placé pour le dire, ne peuvent pas dégager un emploi. Alors ceci dit, je suis particulièrement fier d'avoir une COFRA dans mon service. Donc c'est un jeune qui est à Sciences Po et qui travaille sur... je crois que je les ai croqués les 5 minutes. Hein, mais, donc il travaille sur l'impact des politiques publiques de l'ESCR sur les territoires. Sujet passionnant, très vaste, donc on cible la région Aura plus particulièrement. Et donc le co-encadrement côté ministère, c'est Anne-Sophie Barthez, donc DGCIP, qui est prof de droit. C'est moi-même, prof de chimie. C'est une sociologue, un chargé de recherche en études en sciences politiques. Ça donne de sacrées réunions de suivi de thèse, ça donne de sacrés échanges avec des univers différents. Et la première réunion de travail, je vous assure que c'est vrai, au bout de 5 minutes, la collègue de Sciences Po me dit « En 3 ans, ça ne sera pas possible. » Je lui dis « Vous ne pouvez pas me dire ça. » Donc je lutte, je ne vais pas encore gagner, mais je ferai en sorte qu'une thèse, même en sociologie, sciences politiques, environnée par un chimiste, puisse durer 3 ans, en tout cas pas beaucoup plus. Peut-être... Rappelez ce qui a déjà été dit ce matin, il faut que nous martelions que la thèse est une vraie expérience professionnelle dans toutes les disciplines. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit aussi vis-à-vis du niveau d'expertise, mais c'est un piège le niveau d'expertise, parce qu'on l'a dit, si on est expert du film de 23,8 nanomètres, le virgule 8 est important, on est expert du poète portugais, etc. Et souvent, le jeune docteur ou la jeune docteur s'enferme derrière cette expertise. Et il oublie ce qu'on appelle les soft skills. Et je le martèle à tous mes doctorants. Vous êtes capable de parler en public. En tout cas, vous apprenez à être à l'aise pour le faire. Vous faites des synthèses. Vous confrontez vos idées aux autres. Vous cultivez le doute. Super important. On ne partage pas que le titane ensemble. On partage aussi cette culture du doute. C'est une petite blague avec Clarisse, pardon. Et voilà, ça, il faut le marteler. Et si on le martèle, et si un jeune docteur va dans le monde socio-économique en étant très à l'aise avec ce qu'il est capable d'apporter, en plus de son expertise scientifique, je pense qu'il y aura un bout du chemin qui sera obtenu ou validé. Et puis le dernier point, c'est arrêtons de comparer l'ingénieur et le docteur. Finalement, notre système français se tire une balle dans le pied parce que ce n'est pas la même formation. Et je suis très à l'aise avec ça. J'étais enseignant-chercheur, enseignant dans une école d'ingénieurs, chercheur dans un labo qui accueillait beaucoup de doctorants. Donc ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même appréhension des problèmes. Et ce que tu as dit ce matin est parfaitement juste. L'ingénieur sait quand le docteur doute. Et donc ça, il faut vraiment qu'on le martèle sans arrêt et qu'il n'y a pas de raison qu'on oppose les deux, bien évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Donc j'ai bien compris qu'on se voyait dans 10 ans au Zénith avec tous ou peut-être avant même, dans 6 mois, avec les moins convaincus. En tout cas, c'est un effort collectif et je peux vous dire que tous les jours, on y travaille au ministère. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, et je m'arrêterai là promis, j'étais un peu effaré de constater que le doctorat était un peu partout, mais finalement nulle part à la fois au ministère. Alors, c'est pas rassurant, hein. Il y a un petit morceau côté CITAR sur les chiffres, il y a un petit morceau côté DGRI ou SSRI sur les disciplines, il y a un petit morceau chez moi, service commun, un peu l'interface entre les deux, il y a un morceau côté DGCIP sur le côté diplôme, vie étudiante, et finalement on se rend compte qu'on n'est pas stratège du tout sur le sujet. Donc je crois que c'est la première chose que j'ai fait en arrivant, j'ai créé avec l'accord des 2 directrices générales, un comité stratégique sur le doctorat, et on se réunit tous les 3 à 6 mois de manière à vraiment penser, réfléchir le coup d'après, et essayer de trouver des idées, des solutions, et de les tester auprès de vous, que ce soit lors de ces journées, lors des journées avec le réseau RNCD, lors des journées nationales du doctorat que le ministère organise régulièrement. Un grand, grand merci, et j'espère avoir un peu de temps quand même pour des questions. Je négocie, hein.
Alors, si on demande aux doctorants d'être très rigoureux sur leur temps de thèse, je crains qu'on doive faire de même sur nos temps de parole. Et je vous propose peut-être de garder les questions. Il y a eu beaucoup de choses, mais ou peut-être, on peut en poser une. On vous laisse une ou deux questions. Ouais. Questions courtes, réponses courtes, si vous pouvez. Voilà, on en a une ici. Merci pour votre intervention. Olivier Cassard de l'Institut Pasteur, responsable du pôle des doctorants. Vous avez insisté sur l'organisation des CSI, de suivi donc, des thésards et maintenant de l'obligation, du positionnement de ces CSI pour le passage en année supérieure. Qu'en est-il quand un doctorant doit abandonner sa thèse parce qu'il ne peut pas poursuivre et que le CSI n'est plus en faveur d'une poursuite de son parcours? Comment valoriser en fait cette période et comment faire en sorte qu'il n'ait pas l'impression d'avoir perdu 1, 2, voire 3 années? Et pour reprendre les termes de M. Vallée ce matin, lorsque le chef-d'œuvre se transforme simplement en esquisse. Non, ce que vous dites est super important. Alors, il y a plusieurs types d'abandon de thèse. S'il y a un abandon, on va dire, très très tôt et qu'il y a peu de travaux produits et finalement on n'a rien à valoriser, c'est compliqué. Je crois qu'on avait vu cet échange à Angers dans la Journée nationale du doctorat. Il manque effectivement, il y a un trou dans la raquette, il manque quelque chose. Est-ce que c'est via un DU, via un certificat, via un open badge, je ne sais pas, mais il faut effectivement que je l'ai dit, c'est un échec collectif. Il faut que cet échec, notamment pour le doctorant, la doctorante, il puisse quand même le valoriser quelque part. On ne peut pas dire droit dans ses bottes, on cultive l'échec pendant la thèse, et puis là où il y a un échec vraiment complet, dur, parce que c'est une sanction, c'est socialement compliqué, pour la famille c'est compliqué, pour le contrat qui a été engagé et le contrat de confiance c'est compliqué. Il faut, lorsque c'est pertinent et lorsqu'il y a eu plusieurs mois de thèse et qu'il y a eu quand même des choses produites, il faut véritablement qu'on puisse trouver une solution et une manière de certifier ou de reconnaître les compétences qui ont été acquises pendant ces quelques semaines, ces quelques mois. Là, il y a un chantier et je pense qu'on peut en discuter. Oui, je voulais juste remarquer que si on exploitait mieux ce qu'on a, c'est-à-dire par exemple la fiche RNCP avec ses blocs de compétences, on a le droit de donner des certificats d'acquisition de blocs. Donc quelqu'un qui arrête avant, on pourrait lui donner un bloc sur les 6 ou autre. Encore une illustration que cette fiche RNCP ne fonctionne pas très bien. C'était très court, je vous en donne une troisième. Une mini-question. Le HDR, c'est quand même une spécificité un peu française, ou disons, il y a peu de pays qui appliquent ça. Vous parlez d'une réforme profonde. Est-ce que ça va jusqu'à envisager de ne pas faire de réforme, mais simplement de le supprimer ? Alors, ça a été une vraie question. Après la promulgation de la loi de programmation de la recherche, la ministre de l'époque, Frédérique Vidal, avait mandaté une mission, donc Débiol, Gilly, Blaise, donc 3 personnes qui ont réfléchi sur... Le thème, c'était le recrutement des enseignants-chercheurs. Et dans leur réflexion, il y a une réflexion sur l'HDR. Et la première phrase de leur conclusion, c'était la première question qu'on doit se poser, doit-on garder l'HDR ? Et après, ils déclinaient ce qu'on pouvait faire si on le gardait. Et la ministre de l'époque avait dit « je garde l'HDR ». Pour plusieurs raisons. L'HDR, vu qu'il n'y a plus de qualification pour passer professeur des universités, l'HDR est le dernier moment où on peut confronter ses travaux avec un jury. C'est le dernier moment où on peut réfléchir à ce qu'on veut en faire en tant qu'encadrant après. Donc, par contre, là où on n'a pas réfléchi beaucoup plus que cela, c'est qu'il y a autant d'HDR que de disciplines. Il n'y a pas une cohérence d'ensemble à l'échelle d'une ED, d'un collège doctoral, d'un établissement. Il y a des HDR, compilation de publis, je trouve qu'ils ne servent à rien. Il y a des HDR, c'est une thèse bis, ça ne sert à rien. Pour moi, une HDR, ma définition, c'est de manière rapide, on fait un état des lieux de ce qu'on a fait scientifiquement, et de manière très développée, qu'est-ce que j'en fais vis-à-vis de la suite de ma carrière et de ma capacité à encadrer. Et comment je le confronte vis-à-vis de ce que les gens à l'international de ma communauté en font. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, quand j'étais enseignant-chercheur, j'étais vice-président, directeur adjoint d'un labo. Toutes ces facettes-là doivent être aussi valorisées d'une manière ou d'une autre dans l'HDR. Donc il faut trouver un équilibre. Il faut un cadre national, mais respecter les spécificités de chaque discipline. Quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier, un vrai travail de fond. Il ne faut pas qu'on
qu'on caricature, il ne faut pas qu'on déforme l'HDR vis-à-vis de disciplines qui sont déjà bien structurées, mais il faut qu'on y travaille véritablement. Et moi, je vais aller plus loin. Moi, je voudrais qu'on se serve de l'HDR comme aussi le moment de bascule pour faire les formations, parce que par définition, un enseignant-chercheur est un sachant, donc ne se forme plus. Il faut qu'il y ait des formations sur des sujets de société, discrimination, harcèlement, déontologie, etc. Il n'y a pas de raison qu'on demande plein de choses aux doctorants pendant leur thèse, mais qu'on ne le demande pas à l'encadrant qui sera après. Donc là, on a un chantier colossal et je peux vous dire, bouger les lignes, ça ne sera pas simple.